Donc l'humanité, animée par un apport d'énergie considérable, va forcément être confrontée à des limites. Vous ne serez pas surpris. Alors la fin des ressources, 2048, c'est l'effondrement du stock de poissons. Alors la phrase c'est « si on continue comme ça », mais le problème c'est que cette étude elle a déjà un petit moment et qu'on continue comme ça. Elle a plusieurs années et les chiffres continuent à être confirmés chaque année, c'est-à-dire qu'on continue à pêcher de façon outrancière. Saturation des terres agricoles. On a utilisé beaucoup d'énergie, j'y reviens encore. Donc on a surexploité les terres parce qu'on a apporté plus d'énergie que le seul soleil faisait jusqu'à présent. Donc on a fait pousser plus de choses. Donc on les a surexploités et on les a empoisonnés parce que les pesticides, évidemment, ce n'était pas prévu au départ pour faire de la vie. L'érosion naturelle, alors quand on enlève une forêt qui est sur un sol, ce sol-là est plus facilement lessivé, vous imaginez bien. Je vais vous poser une question. Est-ce que vous savez où ne poussent pas les fraises? Vous avez une idée, non? Les fraises, ça ne pousse pas sous la mer. Vous le savez. Eh bien, maintenant qu'on a enlevé les forêts des sols, qu'on a surexploité, qu'on a mis à nu cette terre-là et qu'elle est souvent même sans végétation au cours de l'année parce que quand on a cultivé, il n'y a plus de végétaux pour la protéger du tout, et qu'au printemps, de plus en plus fréquemment et surtout de façon beaucoup plus intense désormais, il y a des orages et qu'il y a des inondations dans le sud de la France, dans la Drôme, en Espagne, etc. La bonne terre, la terre, elle est lessivée et elle part sous la mer. Donc cette terre-là, le problème, c'est qu'elle disparaît pour nous. On va avoir beaucoup de mal à cultiver des fraises demain. Donc, la salinisation, évidemment, la défertilisation, et on sait déjà que les rendements stagnent. C'est-à-dire qu'on arrive là, on est dans la décennie où le problème agricole, après une sorte de révolution verte qui a touché le monde entier pendant 100 ou 150 ans, désormais on sait que les rendements stagnent et on verra tout à l'heure qu'en fait ils ne font pas que stagner. Pénurie d'eau, on le sait, en 2025, la majorité des habitants de la planète, pour la majorité des habitants de la planète, l'approvisionnement en eau pourrait être insuffisant, voire dramatiquement insuffisant, c'est l'OCDE qui le dit, vous le savez déjà. Fin des ressources, phosphate. D'ici la fin du siècle, les gisements mondiaux de phosphore, indispensables aux cultures, pourraient s'épuiser. Le phosphore, c'est une molécule intéressante. Elle fait partie de la molécule d'ADN. Le phosphore, c'est de l'ADN. Enfin, c'est indispensable pour l'ADN. Donc, c'est tous les êtres vivants sur Terre qui ont besoin du phosphore. A fortiori, l'agriculture. Donc, le phosphore, le problème, c'est que la vie avait parfaitement réussi à faire un cycle qui lui permettait de recycler, donc depuis des millions d'années, centaines de millions d'années, elle recyclait le phosphore pour ne jamais en manquer. Enfin, c'est pas pour ne jamais en manquer, c'est pas son intention, mais il se trouve qu'elle recyclait très bien son phosphore et n'en manquait pas. Nous, on surexploite la vie et ce qu'on mange ne retourne pas au champ. Donc ça ne retourne pas au champ, le phosphore est perdu. Et nous compensons cette perte de phosphore par des mines, notamment au Maroc. Il y en a quelques-unes dans le monde, la principale je crois est au Maroc. Et le pic de production du phosphore, d'extraction du phosphore, c'est 2030-2040. Donc ça veut dire que de toute façon, même dans un monde idéal où l'agriculture, le climat, admettons, et les terres pourraient continuer à être fertiles, le phosphore lui-même viendrait à manquer, quoi qu'il arrive. Pour les métaux, je n'ai pas rappelé tous les chiffres ici, mais la moyenne de la fin des métaux, c'est 2020-2050. L'argent, le plomb, le zinc, l'or, et tous les métaux avant la fin du siècle. Alors là, d'aucuns me répondront, tous les métaux avant la fin du siècle, oui, mais si nos économies ralentissent, si on freine, on pourra en avoir pendant des siècles et des siècles. J'aurais tendance à répondre que le problème de l'extraction de quoi que ce soit qui se trouve dans le sol, c'est que plus on extrait, plus ça coûte cher à extraire, parce que physiquement, c'est plus profond. Et que nous sommes confrontés à une problématique, c'est que si effectivement, d'une façon ou d'une autre, nos économies ralentissent, donc elles vont avoir moins les moyens d'investir dans l'extraction. Donc qu'il en reste ou pas dans le sol, ce n'est pas vraiment la question, c'est qu'il en reste ou pas pour nous, pour nos usages. Et bien dans tous les cas, ça, ce sera plus possible, parce que tous les matériaux faciles à extraire, donc peu coûteux à extraire, ils sont déjà extraits, ils sont là, dans ma télécommande, ils sont ici dans la pièce. On ne pourra plus aller chercher plus loin si les économies ralentissent. On va manquer de sable. Alors le sable, ici on est dans des bâtiments en pierre, donc il n'y en a pas beaucoup, mais tous les bâtiments modernes en béton, c'est du sable. Hein. Et c'est fou, mais il pourrait manquer assez rapidement. C'est-à-dire que des plages ont déjà disparu dans le monde
des plages, c'est-à-dire là où on va aller peut-être moi aussi cet été en vacances, au Maroc. Donc vous voyez la centaine de mètres de sable qu'il y a avant la mer et puis les dunes qu'il y a derrière. Au Maroc, à la place, il y a une surface qui ressemble à la Lune, quoi. Le sable, il n'est plus là, il n'y a plus de sable. Alors les fins des ressources, en énergie aussi, parce que le pétrole et le charbon, ce n'est pas infini. Ça, c'est le schéma que tout le monde connaît. C'est les projections d'un institut qui est l'ASPO, qui connaît bien toutes ces questions-là. Nous sommes ici, donc 2020, 2010-2020, nous sommes là. Donc je vous rappelle, hein, l'énergie, c'est ce dont on a besoin pour tout faire bouger autour de nous et tout construire et tout transformer. Et le pétrole, qui est, on verra tout à l'heure, notre ressource d'énergie principale, à partir de maintenant, on va en avoir de moins en moins. Alors, le pétrole liquide, le pic du pétrole liquide conventionnel, c'était 2006-2008. L'hypothèse qui est maintenant la plus admise pour comprendre la crise de 2008, c'est qu'en fait, c'était, on va dire, un épiphénomène du pic de production de pétrole liquide. Et que depuis, on est en crise parce que le pétrole liquide est de toute façon de plus en plus cher et de plus en plus rare, physiquement. Aujourd'hui, 2015-2016, donc depuis 7 ans, on a tiré sur les gaz, sur les pétroles de schiste et sur d'autres types de pétrole non conventionnels. Et il est possible, alors je ne suis pas expert pétrole, mais il est possible que nous soyons là, dans cette année ou celle qui vient, autour de cette période-là, dans le pic tout pétrole, tout type de pétrole. C'est-à-dire que nous sommes en train de passer une autre frontière. C'est celle où, quel que soit le pétrole qu'on essaye d'extraire, eh bien, de toute façon, il y en aura de moins en moins physiquement dans le sol. Donc je vous rappelle, moins de pétrole, moins d'énergie, moins de mouvement, moins d'activité dans nos sociétés. Le charbon, on finira beaucoup plus tard, mais le charbon, c'est problématique parce qu'il ne peut pas du tout remplacer le pétrole, on ne fait pas la même chose avec le pétrole. Et même s'il en reste beaucoup, le problème du charbon, c'est qu'il pollue aussi beaucoup, le pétrole évidemment, mais le charbon beaucoup aussi. Une bonne part de la pollution au mercure dans le monde, le mercure c'est un métal qui est assez toxique, c'est la combustion du charbon. C'est-à-dire qu'on fait brûler du charbon dans les centrales pour faire de l'électricité. Les fumées font voyager du mercure partout autour de la Terre et ça se répand donc sur les sols, dans les êtres vivants, pour faire court, ceux qu'on mange. Alors, fin des ressources en pétrole, en charbon, mais fin des ressources de toutes les autres ressources énergétiques ensuite. Et là, on va rentrer dans ce qui nous intéresse plus précisément à Adrastia, c'est comment on va gérer quoi. Donc il faut que j'introduise la notion de taux de retour énergétique et de chaîne de dépendance des énergies. Le taux de retour énergétique, en anglais ROI, je n'ai pas un très bon accent anglais, c'est le ratio entre l'énergie investie et l'énergie récupérée utilisable. Donc c'est, par exemple pour le pétrole, le nombre de barils de pétrole récupérés pour chaque baril investi. C'est logique, hein, pour aller chercher le pétrole, ça ne se fait pas en claquant des doigts, il faut faire une infrastructure technique, il faut utiliser des technologies, des machines, il faut creuser, il faut envoyer des tubes, des tuyaux, etc. Donc il faut investir un peu d'énergie pour en récupérer. Et l'énergie nette, c'est ce qui reste à la société pour fonctionner quand elle a fait tout ce travail-là d'extraction. L'énergie nette, alors en 1900 pour le pétrole, le taux de retour énergétique du pétrole, en 1900 c'était 100. 100 pour 1, c'est-à-dire qu'on investissait un baril de pétrole et ça jaillissait tout seul, quoi. Aux États-Unis, en 1900, la valeur est pour les États-Unis en 1900. Il suffisait de gratter un tout petit peu et le pétrole sortait tout seul, quoi. En 1990, le pétrole, le taux de retour énergétique est tombé à 35. Le taux de retour énergétique, c'est une question physique, c'est-à-dire que quand vous avez un pot de confiture, vous le mangez, c'est très facile de prendre ce qui est en surface. Et puis plus vous allez au fond, plus c'est difficile de mettre la cuillère jusqu'au fond. Et puis au bout d'un moment, la cuillère est trop petite et vous utilisez une cuillère à Mazagran parce que c'est plus long, le manche est plus long et vous allez gratter le fond. À chaque fois, vous avez dépensé plus d'énergie. C'est pareil pour aller chercher le pétrole au fond de la Terre. Il faut, à chaque fois qu'il est plus profond, dépenser plus d'énergie. Donc le taux de retour énergétique, physiquement, réduit. Aujourd'hui, le taux de retour énergétique du pétrole, il est entre 10 et 20. On investit un baril de pétrole, on en récupère entre 10 et 20. J'ai volontairement pas précisé cette valeur, parce qu'elle est, effectivement, vu que c'est celle d'aujourd'hui, elle ne peut pas être estimée au baril près, mais elle est pour ces valeurs-là. Les sables bitumineux, donc ces fameux pétroles non conventionnels dont je parlais tout à l'heure, le taux de retour énergétique, c'est entre 2 et 4.
Les agrocarburants, c'est entre 1 et 1,6. Alors les agrocarburants, c'est une espèce d'hérésie physique, d'hérésie industrielle. C'est tout ce qu'on veut, sauf quelque chose d'intéressant sur le plan énergétique, parce que ça ne rapporte rien du tout. Le pétrole de schiste, environ 5 pour 1, et les gaz naturels, le gaz naturel, environ 10. Tout est en fait, je parle de différentes ressources, mais tout est en équivalent pétrole, en baril équivalent pétrole. Le taux de retour énergétique et la chaîne de dépendance des énergies, c'est ça. C'est-à-dire que l'hydroélectricité, son taux de retour énergétique, c'est entre 35 et 45, mais le problème, c'est que l'hydroélectricité, faire des barrages, on ne peut déjà plus en faire. Il y en a déjà partout. Et non seulement c'est problématique pour l'environnement, mais c'est saturé. Et si jamais on devait faire tous les barrages possibles, de toute façon, ça ne satisferait que 18% de la production en énergie. Le nucléaire, il est autour de 10 pour 1, de 10, mais le nucléaire, il est extrêmement dépendant d'une société qui est déjà riche, par ailleurs. C'est-à-dire que le nucléaire a beaucoup de mal, il ne peut pas s'autofinancer, c'est pas possible. L'éolien, taux de retour énergétique admis par les experts, ce n'est pas mes chiffres, hein, c'est des chiffres que j'ai pris dans le très bon livre de Pablo Servigne et Raphaël Stevens, Comment tout peut s'effondrer. Ça va? C'est bon? Ouais. Bon. Voilà, donc ce livre est une référence pour moi parce que les valeurs ils sont celles des instituts les plus sérieux. Donc l'éolien, 3,8 pour 1, donc c'est pas grand-chose. Hein. On investit 1 baril de pétrole dans l'éolien, on récupère 3,8 barils. Le solaire, c'est entre 1,6 et 2,5 panneaux solaires photovoltaïques. Donc en résumé, la possibilité et la vitesse du développement de l'humanité au XXe siècle ont été directement liées à l'énergie qui a eu initialement le meilleur taux de retour énergétique. C'est logique. Tout ce qu'on a pu faire, on a pu le faire favorablement, rapidement, parce qu'on a pu investir un minimum pour obtenir beaucoup. Évidemment, c'est tout à fait compréhensible. Le problème, c'est qu'on est parti avec un taux de retour énergétique extrêmement favorable, de 100 pour 1, c'était très facile. Physiquement, il se réduit, et que tout ce que nous avons construit par la suite dépend de cette source initiale qui était extrêmement bonne, et qu'elle se réduit. Le taux de retour énergétique permettant la soutenabilité des sociétés bénéficiant du plus grand confort, donc les nôtres, est estimé entre 12 et 14. C'est-à-dire qu'il faut au minimum que nous récupérions 12 ou 14 barils pour un baril investi, sans quoi nos sociétés ne tiennent pas. Quand je dis les sociétés, c'est tous les services, c'est-à-dire le soin, ça veut dire le commerce, ça veut dire l'industrie, ça veut dire les déplacements, ça veut dire l'entretien des villes, c'est nos sociétés. Entre 12 et 14. Le taux de retour énergétique de toute autre ressource que le pétrole étant inférieur à 12 ou 14, les sociétés les plus riches ne peuvent compter ni sur le nucléaire ni sur les énergies renouvelables pour être stables. Je ne sais pas si vous comprenez bien ce que ça veut dire. Voilà. Le charbon est à 50. Très bon taux de retour énergétique, mais comme je le disais tout à l'heure, avec le charbon, on ne fait pas bouger des voitures. On sait faire, on sait transformer du charbon en pétrole, mais du coup, le taux de retour énergétique est perdu. Enfin, voilà. Il faut dépenser de l'énergie pour transformer le charbon en pétrole, donc aucun avantage. Donc on ne pourra pas remplacer le pétrole par du charbon, même s'il en reste beaucoup du charbon. Et de toute façon, il pollue. Et quoi qu'il en soit, on est coincé. La seule ressource énergétique que nous avions, qui nous permettait d'obtenir plus de 12 ou 14 barils pour un investi, eh ben, c'est le pétrole et il n'y en a plus. Et les autres ne s'y substitueront pas. À elle seule, la fin des ressources, en particulier énergétiques, implique un déclin. C'est mathématique. Je pense que vous avez compris le truc. De l'énergie, ça fait bouger les sociétés. On en manque, les sociétés bougent moins d'activité. On a du problème pour générer de la richesse. On est confronté à une perte de richesse. C'est la crise actuelle qu'on vit. C'est le début de quelque chose, selon moi et selon Adrastia.